Sur les événements qui se déroulèrent le 18 et 19 octobre 1894 à la mine de Norton, je préférerais garder le silence. Pourtant, aujourd'hui, en ces dernières années de ma vie, je sens qu'il me faut, par devoir envers la science, faire renaître en ma mémoire ces souvenirs chargés d'une indicible terreur. Avant de mourir, je dirai ce que je sais de la transition, si j'ose dire, de Juan Romero. Il n'est pas nécessaire que mon nom ou mes origines soient livrés à la postérité. Je crois même qu'il est préférable de les taire. Car un homme qui émigre, pour les États-Unis ou les colonies, laisse volontairement son passé derrière lui. Ce que je fus jadis n'a du reste aucun rapport avec cette histoire, si ce n'est que, durant mon service dans l'armée des Indes, je goûtais la compagnie des professeurs indigènes à barbe blanche plus que celle de mes compagnons d'armes. Les mystères de l'Orient suscitaient en moi une véritable passion, mais les déboires de l'existence m'amenèrent loin de cette terre. J'ai refait ma vie dans les grands espaces du Far West américain, empruntant dès mon arrivée un nom de famille courant ici, sans signification particulière. Au cours de l'été et de l'automne 1894, j'habitais dans la région des Morne Cactus Mountains. Je travaillais là, comme simple ouvrier, à la fameuse mine de Norton, dont la découverte quelques années plus tôt avait entièrement transformé cette région désertique en un chaudron bouillonnant d'existence sordide. Un gisement d'or, profondément enfoui sous un lac de montagne, avait enrichi au-delà de toute espérance le vieux prospecteur qui l'avait découvert. À présent, le travail y était intensif, car la société qui avait racheté la mine faisait forer des galeries à tour de bras. Le rendement était si élevé que les mineurs employés sur le terrain constituaient une véritable armée nombreuse et hétéroclite, qui creusait nuit et jour les souterrains rocheux. Le chef des travaux, un certain M. Arthur, évoquait souvent la singulière géologie du lieu. Il prévoyait une extension des galeries et faisait des supputations sur l'avenir de gigantesques sociétés minières. Les qualités aurifères du terrain, selon lui, étaient le fruit du travail de l'eau. Il escomptait du reste mettre prochainement à jour une nouvelle mine. Ce fut peu de temps après mon arrivée que Juan Romero débarqua parmi nous. Il faisait partie de ces nombreuses bandes de Mexicains qui passaient la frontière. Il avait un visage frappant. Quoique ses traits fussent de type peau rouge, il était d'une extraordinaire pureté et sa peau était remarquablement claire. Il ne ressemblait pas davantage aux indigènes de l'endroit. Péon, silencieux, qui se levait au point du jour pour fixer extatiquement le soleil. Il n'évoquait en rien l'image du conquistador castillan, ni du pionnier américain. Non, c'était l'Aztèque aristocratique des temps anciens qui tendait ses bras vers l'astre du jour, accomplissant un rite millénaire dont il ignorait lui-même la signification. À dire vrai, seul son visage exprimait une certaine aristocratie. Sale, inculte, Romero se sentait à l'aise avec ses compatriotes au teint basané. Il était issu, je l'appris par la suite, de la classe la plus humble de l'échelle sociale de son pays. Enfant, il avait été trouvé dans une cabane de montagne, seul survivant d'une épidémie qui avait anéanti les habitants de la région. Près de cette hutte, à côté d'une étrange fissure rocheuse, gisaient 2 squelettes rongés par les vautours. Probablement tout ce qu'il restait de ses parents. Personne ne connaissait leur nom, aussi furent-ils vite oubliés. La hutte, du reste, s'effondra bientôt, et une avalanche s'abattit sur la crevasse. Élevé par un voleur de bétail mexicain qui lui avait donné son nom Juan, différait peu de ses compagnons. Romero me manifestait une certaine sympathie qui était due, sans aucun doute, à la bague hindoue que je portais pendant nos heures de repos. Comment était-elle venue en ma possession, je n'en saurais rien dire. Elle était en tout cas le dernier bien qui me rattacha à un chapitre désormais clos de ma vie. Pour moi, ce bijou n'avait donc pas de prix. L'étrange Mexicain lui témoignait un immense intérêt qui ne ressemblait en rien à la convoitise. Ces vénérables hiéroglyphes semblaient remuer au fond de son esprit rustre quelques vagues réminiscences d'un lointain passé. Il était pourtant impossible qu'il eût vu quelque chose de semblable auparavant.
Quelques semaines après mon arrivée, Juan Romero était en quelque sorte devenu mon serviteur, en dépit de la similitude de notre situation professionnelle. Notre conversation était limitée car il ne connaissait que quelques mots d'anglais et, quant à moi, j'eus l'occasion de constater que l'espagnol appris à Oxford n'avait rien de commun avec le dialecte de la Nouvelle-Espagne. L'événement dont je me fais le narrateur ne fut précédé d'aucun signe annonciateur. Malgré l'intérêt que je portais à Romero, je ne m'attendais en aucune manière à l'explosion qui se produisit. Les études géologiques avaient abouti à la décision d'étendre la mine en profondeur. Mais le chef des travaux s'attendait à trouver au fond un roc si solide qu'il fit placer une forte charge de dynamite. Romero et moi-même n'avions aucun rôle à tenir dans cette opération. C'est pourquoi nous n'apprîmes ce qui se passa que par le récit que les autres nous en firent. La charge, sans doute plus puissante que nous ne le pensions, sembla ébranler la montagne entière. Sur les pentes, les fenêtres de nos baraquements volèrent en éclats sous le choc, tandis que, dans les galeries, des mineurs furent projetés à terre par le souffle de l'explosion. Le lac Jewel se souleva comme sous l'effet d'une tempête. On découvrit bientôt qu'un nouvel abîme s'ouvrait, infini, au lieu précis de la déflagration. Un abîme incommensurable, aux proportions si monstrueuses qu'aucune lampe ne pouvait l'éclairer convenablement. Stupéfaits, les foreurs s'entretiennent avec le chef des travaux qui ordonna qu'on apporte jusqu'au gouffre des rouleaux de cordes et qu'on les y dévide jusqu'à en atteindre le fond. Peu de temps après, les ouvriers se présentèrent à notre chef pour lui rendre compte de l'échec de leur tentative. Quoique avec respect, ils affirmèrent leur refus d'y retourner, voire de continuer à travailler dans la mine tant que le gouffre ne serait pas remblayé. Manifestement, ce qui arrivait dépassait la compétence de chacun de nous, car il était apparu que ce gouffre n'avait pas de fond. Le maître des travaux ne leur fit aucun reproche. Il réfléchit longuement ce jour-là avant d'établir ses plans pour le lendemain. L'équipe de nuit ne fonctionna pas. Sur le coup de 2 heures du matin, un coyote solitaire poussa un hurlement lugubre sur la montagne. Du chantier, un chien lui répondit. Un orage se préparait au-dessus de la chaîne des montagnes, et des nuages aux contours étranges se bousculaient dans un ciel brouillé. La lune gibbeuse s'efforçait en vain de briller à travers les couches de nuages. La voix de Romero, couché sur le lit au-dessus du mien, me réveilla. Une voix excitée, tendue, anxieuse. « Madre de Dios !» s'écria-t-il. « El sonido, ese sonido, oiga ud, lo oye ud, ce bruit. » Je prêtai l'oreille, me demandant de quel bruit il voulait parler. Le coyote, le chien, l'orage. Ce dernier augmentait en violence à mesure que s'amplifiaient les sifflements du vent. On pouvait voir les éclairs à travers la fenêtre. J'interrogeai le Mexicain pour savoir ce qui le terrorisait ainsi. « El perro, el vento, el coyote ?» Romero ne répondit pas, mais il commença à murmurer avec terreur. « El ritmo, señor, el ritmo de la tierra, ce battement dans les entrailles de la terre. » Alors j'entendis aussi ce bruit. Je l'entendis, oui. Je me mis aussitôt à frissonner sans savoir pourquoi. Loin, très loin, au-dessous de moi, il y avait effectivement un rythme très faible et qui pourtant nous parvenait malgré les aboiements du chien, le coyote et la tempête. Il était indescriptible. Peut-être ressemblait-il un peu au ronflement des moteurs d'un grand bateau, mais il n'était pas aussi mécanique. À l'écouter, il me sembla qu'il avait quelque chose de vivant, de conscient. Ce qui m'impressionna le plus fut son éloignement. Tout à coup, Romero bondit de son lit et se posta devant moi pour fixer ma bague, qui, à chaque éclair d'orage, brillait d'étranges lueurs. Puis son regard se tourna vers le puits de la mine. Je me levai à mon tour, et nous restâmes tous deux, immobiles, un long moment, tous les sens en éveil, tandis que le rythme inquiétant semblait perdre de sa vigueur. Alors, comme par une attirance indépendante de notre volonté, nous fîmes quelques pas vers la porte, dont les claquements dans cette tourmente nous rassuraient, car ils ne suggéraient que de terrestres réalités. Le chant dans les profondeurs, c'est à un chant que le rythme ressemblait à présent, se fit plus puissant
et nous nous sentîmes irrésistiblement poussés par la tempête vers l'ouverture béante du puits. Nous ne rencontrâmes aucune créature vivante, car les équipes de nuit étaient au repos. Les hommes devaient être au campement de Dry Gulch. Ils murmuraient, sans aucun doute, d'inquiétantes rumeurs à l'oreille des garçons de comptoir. Un carré de lumière jaune apparut à la cabine du surveillant. Je me demandais comment celui-ci avait supporté le bruit. C'est alors que je vis Romero avancer. Je le suivis aussitôt. Comme nous descendions vers le puits, le son sembla se compliquer. Il me sembla reconnaître une sorte de cérémonie orientale, pleine de battements de tambourins et de voix qui chantaient. Ainsi que, vous le savez, j'ai vécu longtemps en Inde. Romero et moi avancions parmi les madriers et les échelles qui jonchaient le sol. Nous allions vers la chose qui nous attirait sans pouvoir maîtriser notre peur. À un moment, je pensais avoir perdu la raison. Je me demandais comment nous trouverions notre chemin sans le secours d'aucune torche. Et je m'aperçus que l'anneau à mon doigt brillait d'éclairs surnaturels, diffusant dans l'air un halo pâle, humide et lourd. C'est alors que Romero, sans me prévenir, après avoir descendu l'une des nombreuses échelles, se mit à courir, me laissant seul. Des notes nouvelles, étrangères, avaient produit sur lui un effet extraordinaire. Dans un cri sauvage, il s'élança éperdument dans la caverne. Comme un fou, il trébucha le long des plateformes et dégringola les échelles. Aussi épouvanté que je fusse, il me restait encore suffisamment de clairvoyance pour remarquer que ces paroles m'étaient devenues absolument incompréhensibles. Des polysyllabes avaient remplacé son mélange coutumier de mauvais espagnol et de bas anglais. Je ne reconnus parmi ces mots que celui de Huitzilopochtli. Plus tard, je retrouvai ce mot dans les œuvres d'un grand historien, Prescott, La conquête du Mexique. Et ce rapprochement me fit frissonner. Le moment culminant de cette horrible nuit fut complexe, mais assez bref. Il eut le lieu juste au moment où j'atteignais la dernière galerie. De l'obscurité qui s'étendait devant moi monta un dernier cri du Mexicain, suivi d'un ensemble de sonorités si terrifiantes que je crus ne point survivre à cette expérience. À ce moment précis, il me sembla que toutes les horreurs, toutes les monstruosités cachées de la terre s'étaient réunies dans un suprême effort pour anéantir la race humaine. Soudain, la lueur de ma bague disparut et je perçus une nouvelle lumière, quelques mètres devant moi, en contrebas, car j'étais arrivé au gouffre qui rougeoyait et qui, de toute évidence, avait englouti l'infortuné Romero. Je m'avançai et scrutai l'abîme, devenu à présent un pandémonium de flammes et de tumulte. Je ne vis d'abord qu'une aveuglante lumière, puis des formes m'apparurent, et je vis. Était-ce Juan Romero? Oh mon Dieu, je n'ose dire ce que je vis. Quelque pouvoir divin ôta de ma vue ce spectacle affreux, fit s'évanouir le tintamarre. Dans un bruit que pourraient produire deux univers entrant en collision dans l'espace, le chaos se produisit et je tombai sans connaissance. Je ne sais comment poursuivre mon récit, mais je m'efforcerai pourtant d'achever ce que j'ai commencé. Quand je me réveillai, je me retrouvai sain et sauf sur ma couche. Par les vitres de ma fenêtre, je pouvais apercevoir la lueur rouge de l'aurore. Sur une table gisait un corps sans vie. Mon compagnon était entouré d'un groupe d'ouvriers et du médecin du camp. Les hommes discutaient de cette étrange mort qui avait frappé le Mexicain pendant son sommeil et qui était apparemment en rapport direct avec l'orage qui avait ébranlé la montagne. Son décès semblait naturel et l'autopsie pratiquée sur le défunt ne nous apprit rien de particulier. Il apparut que ni Romero ni moi-même n'avions quitté le baraquement durant la nuit et que nous n'avions pas même été réveillés par les coups de tonnerre fracassants qui avaient retenti au-dessus des chantiers. Selon quelques ouvriers qui étaient descendus dans la mine, l'orage avait provoqué l'effondrement de nombreuses galeries et muré le gouffre béant qui, la veille, avait inspiré tant de craintes. Lorsque je demandai au surveillant quel bruit il avait entendu avant la foudre, il me cita le coyote, le chien et le hurlement du vent dans la montagne. Sa parole est digne de confiance.
À la reprise du travail, notre chef, Arthur, réunit autour de lui des hommes particulièrement sûrs et leur demanda d'effectuer quelques recherches à l'emplacement du gouffre comblé. Ils obéirent sans ardeur et procédèrent à un forage profond. Les résultats furent curieux. La veille, ce qui avait constitué la voûte du gouffre était de faible épaisseur. À présent, les foreuses se heurtaient à ce qui semblait être une roche solide et sans limite. Comme on ne trouvait rien d'intéressant, et surtout pas d'or, le chef des travaux mit fin aux recherches. Mais lorsqu'il se rassit à son bureau, je pus lire sur son visage une expression de grande perplexité. Il reste encore dans cette affaire un élément très mystérieux que je dois également relater. Peu après mon réveil, le matin qui suivit l'orage, je m'avisai avec surprise que l'anneau hindou avait disparu de mon doigt. Malgré l'attachement que je lui vouais, j'en ressentis un certain soulagement. Si l'un de mes compagnons l'a dérobé, il a réussi à lui trouver une extraordinaire cachette. En effet, en dépit des annonces et d'une enquête de police, la bague ne fut jamais retrouvée. Je doute cependant que ce vol ait été commis par de mortelles mains, car lors de mon séjour en Inde, j'ai appris beaucoup de choses étranges. Mon opinion sur cette histoire varie selon les moments. Dans la journée, mon humeur me pousse à penser que tout cela n'était qu'un rêve. Mais parfois, les jours d'automne, vers 2 heures du matin, lorsque le hurlement du vent et des bêtes prend d'inquiétantes résonances, il monte en moi des profondeurs insondables de mon être, le souvenir d'un rythme que je connais. Je songe alors que la transition de Juan Romero fut terrible.